Et à toutes, merci d'être aussi nombreux pour cet après-midi. Je vais me permettre de présenter brièvement nos différents intervenants, en commençant de gauche à droite. Donc, Salah Echalaoui n'a pas pu être parmi nous cet après-midi. Et il a très gentiment demandé à Hossein Ben Abderrahmane, plus connu sous le nom de Abou Youssouf, de le remplacer. Abou Youssouf qui est imam attaché à l'exécutif des musulmans de Belgique et que je remercie de l'avoir remplacé un petit peu au pied levé et de nous avoir rejoints. Malheureusement, Chema Guellen ne peut pas être des nôtres non plus cet après-midi. Et elle s'en excuse. Nous avons aussi Julie Pascoët, qui est responsable politique à l'ENA, où elle gère les dossiers concernant la reconnaissance, la mise en place de politiques concernant notamment l'islamophobie et la discrimination dans l'emploi. Elle est titulaire d'une maîtrise en relations internationales, est aussi engagée dans le milieu associatif verviétois. À ses côtés, Mehmet Seguin est titulaire d'un master en droit et d'un master en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Il est l'auteur d'un livre que je ne peux que vous conseiller de vous procurer, qui est intitulé « La laïcité dans l'ordre constitutionnel belge », qui est paru en 2015 aux éditions Academia et qui est préfacé par Hervé Asquin. Et last but not least, nous avons Mustapha Chahri, architecte en informatique dans le secteur privé, cofondateur d'une des premières associations arabo-musulmanes de Belgique dans les années 80, secrétaire général pendant 10 ans d'une des plus importantes mosquées de Belgique et cofondateur du CCIB, le collectif contre l'islamophobie, en Belgique en 2014. En tout cas, je les remercie infiniment, beaucoup, d'avoir pris un petit peu de leur temps pour l'organisation de cette table ronde et de cet après-midi. Je vais leur demander de parler à peu près 15-20 minutes, pas plus que 20 minutes. On a un petit peu de temps, donc, mais pas plus que 20 minutes. Là, je serai assez intransigeante. C'est le rôle désagréable de la modératrice. Pour répondre à la question, quels sont les enjeux pour vous de l'islam de Belgique, ses atouts, ses contraintes, les freins, voilà, de répondre à cette question. Et puis, on aura du temps, beaucoup de temps même pour vos questions. Donc, vraiment, la table ronde, elle est organisée pour vous. Donc, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez surtout pas. Nos invités y répondront. Voilà, je cède directement la parole à Mustapha, privilège de l'âge. Merci. Eh bien, merci de votre présence. Merci pour l'invitation, Madame Torjens. Alors, je suis intervenant de ce panel. Il y a très longtemps, j'ai signé une charte de participation. Ouais. J'ai signé une charte de participation pour autant qu'il y avait une certaine parité femmes-hommes dans les intervenants. Et je remercie Corinne d'avoir ce juste équilibre, en tout cas dans l'affiche et dans les invitations. Alors, quels enjeux pour un islam de Belgique? C'est un sujet extrêmement difficile, parce qu'il est très complexe. Et c'est un sujet extrêmement difficile, d'autant qu'on n'en parle même pas, nous, entre musulmans. Nous sommes 5, nous sommes tous des amis en dehors de ce panel. Et c'est exceptionnel qu'on parle finalement des enjeux de l'islam en Belgique. Je vous demanderai aussi votre indulgence, parce que depuis le 1er janvier 2018, je suis prépensionné et j'ai des trous de mémoire, mais... Je ne savais pas que c'était ça aussi dans le package. Alors, ça me sert vraiment quelque chose? Oui, pour ça enregistre. C'est pour l'enregistrement. Donc, j'ai essayé de comprendre la question et d'essayer d'apporter ma contribution dans les réponses. Et sur base du titre, quels sont les enjeux de l'islam de Belgique, eh bien, j'ai essayé de réfléchir sur 3 sujets qui s'inspirent du titre. Le premier sujet étant de Belgique. Je peux dire que je vais en France, je peux dire que je vais en Espagne, je peux dire que je vais en Angleterre. Donc il y a une certaine dimension de mouvement. Et je n'aime pas ce mouvement-là parce que il y a un cadre de référence.
il y a un cadre de référence qui est la Belgique, l'endroit où je vis, les gens que je côtoie, la culture, la politique, l'enseignement, tout ça fait que je vis dans un cadre de référence. Et il est très difficile pour moi de faire du copier-coller de quelque chose qui se situe à 3000 km, que j'ignore comment ça se passe, etc. D'autant plus que nous sommes en Belgique une terre de migration depuis des siècles et des siècles. Eh bien, nous avons des flux migratoires sur cette Belgique. Et il fait qu'il y a à un moment donné des gens qui sont des musulmans qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même cadre de référence politique, familial, culturel, etc. Et on se retrouve ici. Donc moi, j'aime bien ce mot de Belgique et pas en Belgique. Donc ça, c'est une première chose très importante pour moi. Néanmoins, pour que ce de Belgique devienne une réalité, eh bien, il va falloir encore un certain temps. Eh ben, tout simplement pourquoi? Parce que la Belgique ne s'est pas créée en 5 jours, ni en 100 ans, ni en 200 ans, mais elle a mis des siècles à se créer. Et les populations qui ont amené à un moment donné l'islam de façon assez conséquente en Belgique, eh bien, sont toujours là. Et il y a des conventions bilatérales entre ces pays d'origine. Si on regarde la Belgique, c'est principalement la Turquie et le Maroc. Donc on a des conventions bilatérales avec ces pays. Donc il y a encore des contacts très très importants et dans les deux sens. Donc à un moment donné, supprimer tout... La Belgique n'est pas isolée. Il n'y a pas un mur, Dieu merci. Il n'y a pas un barbelé autour de la Belgique, Dieu merci. Donc il y a encore des gens qui se déplacent, des idées, qui se déplacent, des marchandises, qui se déplacent, etc. Donc couper le cordon ombilical avec les pays d'origine qui ont à un moment donné fourni dans un processus de migration une forte population musulmane, c'est très difficile. On a aujourd'hui, moi qui suis d'un magnifique petit hameau du détroit de Gibraltar, c'est là que je suis né, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, il y a des photos formidables. Eh bien, quand nous sommes arrivés en Belgique, eh bien, on nous a mis à notre disposition des moyens de retourner facilement dans les pays d'origine, que ce soit pour le Maroc et je pense que là, pour la Turquie, ça soit le même. On a développé des trains spéciaux pour transporter des gens par milliers de Bruxelles jusqu'à Algeciras pour faire la traversée. On a créé des agences de voyage qui sont en overbooking toute l'année. On a créé des facilités de transfert d'argent vers les pays d'origine, etc. Donc on a créé tout un écosystème qui permet d'avoir un lien quasi permanent avec son pays d'origine. Okay, sans passer par les tracasseries administratives pour renouveler son passeport de temps en temps, mais ça, je passe les détails. Et on a aussi créé des relations diplomatiques. Les ministres belges vont régulièrement au Maroc pour s'inspirer de comment fonctionne la justice, de comment fonctionne le système éducatif, etc., etc., et vice-versa. Tous les ans, on a aussi des Marocains qui viennent en Belgique nous présenter. Vous avez le salon de l'immobilier marocain qui a lieu 2-3 fois. Il va peut-être se passer 12 fois par an maintenant, vu la demande, mais en tout cas, c'est comme ça. Tous les produits que vous mangez au Maroc, vous pouvez les retrouver ici. Donc, on a créé des ponts économiques, culturels, diplomatiques qui font que c'est très difficile que ce deux Belgique devienne à un moment donné isolé du reste, et vraiment le cadre de référence purement la Belgique. Donc ça, c'était dans le titre, c'était le de Belgique qui était très important pour moi, et je l'exprime de cette façon-ci. Le deuxième mot qui m'a interpellé dans le titre, c'est le mot islam, avec un petit i. Qui dit islam, dit des musulmans. Qui dit des musulmans, des citoyens musulmans, des citoyens belges de confession musulmane. Et il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens se naturalisent et il y a de plus en plus d'enfants, de gens qui n'étaient pas nécessairement belges à l'époque où ils sont arrivés, qui le sont. Donc, on est devenus des citoyens. Maintenant, est-ce que nous sommes des citoyens à part ou bien des citoyens à part entière? Donc ça, c'est le grand défi de cela.
Je pense que nous sommes des citoyens à part entière, dans la mesure où n'importe quel citoyen, qu'il soit musulman ou non musulman, bénéficie des mêmes libertés. Des libertés d'association, des libertés d'expression, des libertés de conscience, de liberté de religion, de liberté de culte, etc. Et le citoyen musulman, en quoi se différencierait-il d'un autre citoyen? Puisque les mêmes libertés sont données à l'ensemble de la population. Et tous ces musulmans de Belgique partagent avec les autres musulmans du monde entier des valeurs dans un socle commun. Et ça, ce sont des rites, ce sont des croyances, ce sont des pratiques religieuses, ce sont je dirais, c'est le Coran, etc. Donc il y a un socle commun qui fait que tous les musulmans du monde ont un point commun à ce moment-là. Mais quand les premières vagues arabes sont parties en Indonésie, 9e, 10e siècle, je pense, de l'ère chrétienne, eh bien, ils sont partis, mais ils n'ont pas demandé aux gens de changer leurs vêtements, de changer leur style de nourriture, etc. Donc, il y a des choses que nous partageons avec d'autres musulmans et d'autres choses qu'un paquet de frites à 3 € sauce andalouse à Bruxelles n'a pas le même goût que n'importe quel autre plat d'un musulman en Indonésie, par exemple. Donc, il y a des différences. Mais ces différences ne sont... Mais le cadre de référence de ces musulmans qui vivent en Belgique est tout à fait différent des musulmans d'ailleurs. Et il y a une dimension supplémentaire que les musulmans, les citoyens belges de confession musulmane en Belgique, ce sont les nouveaux défis de la société. Vous avez nous sommes dans une société qui est en pleine mutation, qui est en mutation permanente, de plus en plus vite, dans un monde qui est aussi, lui, en perpétuelle modification, et les individus changent. On n'est pas un musulman à 10 ans comme on est un musulman à 30 ans, comme on est un musulman à 50 ans. Donc, à un moment donné, on a des nouveaux défis qui se présentent à nous. Le don d'organes. C'est un nouveau défi pour les musulmans. Comment est-ce que les musulmans, dans une société non musulmane, majoritairement non musulmans, comment est-ce qu'ils appréhendent le don d'organes? L'euthanasie, on a voté l'euthanasie il y a 2 ans. Comment est-ce que des musulmans, sur base de leur foi, de leurs croyances, etc., vont appréhender ces nouveaux défis que la société leur soumet? On avait d'autres défis il y a quelques années. C'était la capacité ou la possibilité d'acheter des biens matériels sans prêt usurier. Okay, donc, il y a des gens qui ont inventé la finance islamique pour répondre à ça. Il y a d'autres sociétés qui ont inventé des mécaniques de taux à 0%, etc. Donc, ce sont des défis qui y arrivent en permanence. Pourquoi? Parce que nous sommes des acteurs comme n'importe quel citoyen de notre société à cela. Et pour répondre à ces défis, eh bien, il faut des gens pour cela. Okay, et en général, on demande à des universités de réfléchir à cela. On demande à des professeurs de réfléchir à cela. Et malheureusement, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui en Belgique qui permettent d'expliquer ou de réfléchir dans un contexte d'une société non musulmane avec un cadre de référence très varié, le melting pot de Belgique que l'on connaît, c'est quelque chose de très difficile. Eh bien, on applique exactement les mêmes règles que n'importe quelle université. L'ULB a des coopérations avec d'autres universités, a des systèmes d'échange d'informations, d'échange d'étudiants, etc., etc. Donc, c'est la même chose que le monde musulman connaît aujourd'hui. C'est qu'il, dans la diversité qu'il doit adresser dans tous les lieux où il y a des musulmans, eh bien, il faut réfléchir à des défis de la société. Et là, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'islam appartient aux musulmans. On peut donner son avis sur un tas de choses, mais c'est à un moment donné, c'est à eux à décider, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'orthopraxie, de tous ces rites, de toutes ces réflexions, etc. Celui qui n'est pas d'accord, c'est très bien.
Hein. Celui qui ne veut pas adhérer, c'est très bien aussi. On est dans un pays qui permet de faire, qui a la liberté de conscience, a la liberté religieuse, de croire ou de ne pas croire. Et on peut critiquer parce que ça fait partie de la liberté d'expression, etc., etc. Donc, il faut à un moment donné qu'on ne vienne pas s'approprier l'islam qui appartient aux musulmans en commençant à essayer de le déformer, etc. Il faut laisser les musulmans réfléchir à cela et au travers d'institutions qui sont là, etc. Puisque ce sont des défis qui sont venus de tout temps et on a toujours trouvé des réponses à ces défis sociétaux. Sans oublier... tous les ans, vous recevez le ranking, enfin le score de toutes les universités avec un classement. Okay, donc il y a une concurrence entre les universités, il y a une concurrence entre les professeurs. Parfois, ce sont des divergences, parfois ce sont même des conflits, hein, entre universitaires, entre académiciens, entre penseurs. Eh ben, tout ça fait aussi partie du monde de l'islam. C'est que cette divergence, ces conflits existent aussi comme n'importe quelle université ou science, etc. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire en Belgique. Pourquoi? Parce que si vous voulez apprendre le Coran par cœur, les obligations scolaires d'un enfant en Belgique où il doit suivre 8 heures par jour d'aller à l'école, c'est pas possible qu'il apprenne le Coran en un an. Il va mettre 10 ans pour l'apprendre. Okay, donc, il y a le MIT, si on veut, de l'islam pour la mémorisation du Coran qui se trouve dans mon village natal. Hein, okay, dans mon village natal, produit des mémorisateurs de Coran, je dirais à la chaîne, mais en tout cas, ça fait le bien de mon village natal. Okay. La troisième partie, qui est peut-être la plus importante à discuter, c'est dans le titre, c'est quels enjeux. Alors, dans le mot enjeu, il y a le mot jeu. Et qui dit jeu, dit qu'il faut des règles. Sinon, il faut des joueurs, il faut des arbitres, il faut des sponsors privés, publics. Hein, vous connaissez tout ça. Hein, donc, à un moment donné, il faut se mettre d'accord de comment va fonctionner ce jeu. Et ce jeu, pour moi, c'est la mise en place de l'institutionnalisation de l'islam en Belgique, c'est-à-dire comment les musulmans, avec tous leurs défis, toutes leurs particularités, tout ce qu'ils partagent avec les autres citoyens, doit être pensé et mené pour une société apaisée, pour une société inclusive de tous ses citoyens. Okay. Une date que moi je situerais dans ma vie dans les années 80, c'est vraiment une date très importante pour moi, parce que on remarque que beaucoup de musulmans de Bruxelles, dans tous les quartiers de Bruxelles, se retrouvaient pour les prières dans la grande mosquée. Naturellement, quand la grande mosquée est arrivée, tout le monde s'est reconnu dans la grande mosquée en tant qu'institution parce qu'elle rassemblait les citoyens musulmans de Bruxelles. Ça, c'est très important. 1980, qu'est-ce qu'on a? On a nos parents qui deviennent vieux. Donc, ils commencent à prendre la retraite. On a des crises économiques en Belgique qui mettent des pans entiers de citoyens au chômage. 80, on voit un déplacement de toutes ces personnes âgées, de toutes ces personnes sans emploi. Alors vous imaginez la violence symbolique de quelqu'un qui est, par sa culture, la base même d'une famille. Du jour au lendemain, il perd son emploi. Quelle est encore sa fonction? Eh bien, moi j'ai remarqué dans mon quartier, dans mes parents, dans ma famille, dans mes amis, c'est un déplacement. Les gens ont commencé à chercher un refuge social. Et ils l'ont trouvé dans les mosquées. On dit souvent, il y a l'augmentation des musulmans, il y a la visibilité du musulman. Et les gens oublient qu'il y a eu ce phénomène où les gens se sont déplacés pour trouver refuge, un apaisement, parce qu'ils ne servent plus à rien dans leur esprit. Mon père, ça a été terrible pour lui. Okay, donc ça, c'est très important, les années 80. Les années 80, c'est aussi très important parce que
on commence à voir les premiers enfants de ces musulmans qui sont arrivés terminer leurs études, commencer à avoir des diplômes, devenir de plus en plus acteurs de la société parce qu'ils sont outillés. Et le meilleur signe d'intégration que je dis, c'est qu'ils commencent à revendiquer leurs droits d'association, leurs droits d'entreprendre, leurs droits de ceci, leurs droits de cela. Donc c'est vraiment très très important cette période, cette année des 80 dans ma vie, et ça m'a frappé énormément. Donc on a commencé à se désintéresser du centre islamique. On a commencé, parce qu'on est outillé, parce qu'on connaît les lois, nous, à revendiquer le droit d'association, on va commencer à ouvrir des centres culturels dans nos quartiers, parce que c'est là qu'on vit. Donc ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Et c'est dans les années 80 où on a commencé à réfléchir à un processus de représentation, de représentativité des musulmans. Nous sommes tous, si je me mets mes lunettes, nous sommes tous dans une tranche d'âge où on travaille, nous sommes tous salariés, du secteur public comme du secteur privé, et dans les élections sociales de nos entreprises, il faut voter 4 fois, tous les 4 ans ou tous les 6 ans. Et que vous soyez affilié à un syndicat ou pas affilié à un syndicat, vous devez voter. OK ? Et qui va vous représenter dans les commissions paritaires? Qui va vous représenter dans les négociations? C'est votre syndicat. Et même que vous n'avez pas voté pour lui, et même que vous n'êtes pas affilié, à un moment donné, il est légitimement responsable de vous représenter. C'est l'État belge qui représente la Belgique, même si on n'a pas voté pour ce ministre-ci, ni ce gouvernement-ci, c'est lui légalement qui représente la Belgique. Donc il y a toute cette réflexion que peut-être nous n'avons pas eue, nous, quand on a commencé à explorer, mais c'est quoi être représenté par l'islam et c'est quoi cet islam que nous voulons. Donc il y a eu énormément comment dirais-je, parfois des ratés, mais la machine a été démarrée et c'est vrai que pendant 10, 15, 20 ans, peut-être pour d'autres même 30 ans et pour d'autres peut-être ça sera encore 100 ans, dans une phase d'exploration, mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Et qu'est-ce qu'on est d'accord de faire ensemble finalement? OK ? Alors, si on commence à revendiquer ses droits, merci. Si on commence à revendiquer ses droits, il y a un gros problème qui se pose parce que le gâteau, il est unique et il faut chacun avoir une tranche. Donc, il y a un gros problème de financement. Okay, et malheureusement, est-ce que les finances sont bien gérées en Belgique? Je vous laisse y répondre pour une partie de la question. C'est que nous, acteurs associatifs, la répartition budgétaire, la répartition des fonds, elle était vraiment inéquitable. On n'a aucune contrainte pour tout ce qui n'est pas cultuel. Vous pouvez devenir millionnaire si vous ouvrez 20 magasins où il y a écrit halal en Belgique. Vous pouvez créer des associations, vous pouvez être vendeur de voitures, etc. Donc tout cet aspect économique, finalement, n'a pas trop touché cet islam de Belgique. Par contre, quand il s'agissait de culte, là, les obstacles financiers apparaissaient de façon parfois très, très perverse. Et il fallait se battre pour avoir le dégrèvement des écoles dans les mosquées, par exemple. 5 minutes. Okay. Donc, je voulais dire simplement que le financement est un gros problème dans l'enjeu de l'islam de Belgique. Pourquoi? Parce qu'on invite tout le monde à introduire une reconnaissance pour que tout soit visible, etc. Mais on a un budget limité. Et
Et c'est horrible. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a encore un autre obstacle, c'est que le fait que des idéologues qui sont responsables de la gestion du culte d'un point de vue régional, hein, vous faites votre demande de reconnaissance, vous avez tout ce qu'il faut pour être reconnu, et votre dossier dort 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans le tiroir du président de la région dont vous dépendez. Tout ça parce que ça ne l'intéresse pas d'avoir un centre culturel dans chaque quartier où des populations puissent bénéficier d'un lieu de culte, d'un lieu de rencontre, d'une école de devoirs, etc. Tout ce que la société n'offre plus à certains citoyens. Okay, donc ça, c'était très important. La pire des choses que j'ai connues et qui malheureusement vit encore et d'actualité, c'est le clientélisme. Hein, certains décideurs politiques ont vu des niches de voix électorales, quelque chose d'extraordinaire. On vous bloque le dossier pendant 4 ans, c'est un peu comme le renouvellement des trottoirs, des rues avant les élections. Eh bien, vous avez l'échevin ou bien le bourgmestre qui vient et qui vous débloque 3 mois avant, votre dossier. Alors tout le monde applaudit, évidemment. Hein, et il a droit à faire son speech. Hein, et tout le monde se dit, ben, c'est ce gars-là qui nous a débloqués. Donc ça, c'est aussi un des enjeux. C'est comment créer une gouvernance intelligente et éthique et responsable pour que l'ensemble des citoyens puissent bénéficier de cela sans aller chercher des coups tordus pour avoir des voix, etc. Donc ça, c'est aussi un enjeu. C'est casser cette ingérence du monde politique. Hein, et c'est pas l'exécutif, il est là pour exécuter. Hein, si la loi vous donne quelque chose, ben, la loi, elle est votée. Et il n'y a plus personne qui devrait normalement vous enfreindre. La réalité, dans le cadre de l'ISTEM, c'est tout à fait autre chose. Donc, il me reste 2 minutes pour conclure. Alors, c'est sûr qu'on va à petits pas vers une institutionnalisation de l'islam de Belgique, c'est-à-dire un organisme qui est capable de gérer tout ce que les musulmans ont besoin pour être des citoyens à part entière de notre société. Ça, c'est une chose. Par contre, la manière dont se sont pris aussi bien les musulmans que les pouvoirs publics, c'est que les dégâts sur la cohésion sociale sont énormes. Et ça, malheureusement, ces dégâts-là, les discriminations, le clivage, la montée de l'extrême droite, les discriminations structurelles dans certains établissements, etc., sont une des conséquences de la mauvaise gestion, de la mauvaise vision de comment rassembler des citoyens. Okay, donc aujourd'hui, les musulmans payent un prix très fort dans le cadre des discriminations et majoritairement les femmes. À 90%, ce sont les femmes qui sont les premières victimes des discriminations qui sont rapportées au CCIB. Enfin, ça, ce n'est pas un scoop, je pense. Hein. Dès qu'on est une femme, on est d'office discriminé dans toutes les sociétés, je pense. Okay. Et ces dégâts vont tellement loin. Quand on vous ferme la porte et qu'il n'y a aucune fenêtre pour rentrer dans la maison, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous construisez une maison à côté. La Belgique permet de faire ça. Elle est construite sur un système de piliers. Je ne suis pas nécessairement favorable à ça, mais ça va peut-être être dans 20 ans, dans 30 ans. Ça sera peut-être la seule solution pour qu'une partie de la population belge puisse vivre de façon apaisée avec son voisin. Ben, c'est de construire sa maison à côté, pas habiter la même maison. Okay. Voilà. Donc merci encore pour l'invitation. Donc juste pour présenter un petit peu mon organisation, donc je fais partie de l'ENAR, qui est un réseau européen d'associations à travers l'Europe qui lutte contre le racisme. Donc le secrétariat est basé à Bruxelles. Nous, on gère le réseau européen. On suit et on essaie d'influencer les différents développements politiques et législatifs au niveau européen. Donc on travaille en étroite collaboration avec le Parlement européen, la Commission européenne, sur les questions de non-discrimination et d'antiracisme. Et on gère et on assure aussi qu'il y ait une coordination des actions des ONG à travers l'Europe sur différents sujets quand il y a une certaine actualité ou des problèmes
qui surgissent. Donc moi, en fait, vu mon profil et vu mon travail, je vais plutôt m'axer sur la problématique de l'islamophobie, de la construction du problème musulman en Belgique et l'impact qu'elle peut avoir sur le développement de l'islam en Belgique et sur la présence des musulmans en Belgique, puisque quand on parle d'islam, on parle, comme le disait Mustapha, on parle avant tout des personnes qui ont cette conviction, donc les musulmans. Je voulais aussi juste indiquer que lors de la discussion ensuite, étant donné que Sheima n'est pas là et que je fais également partie avec elle d'un collectif nouvellement créé qui s'appelle le collectif Kaina, qui est un collectif de féministes musulmanes. Je suis aussi, bien sûr, je serais ravie de répondre à vos questions sur ces questions-là, mais moi je vais avant tout parler de l'islamophobie et de l'impact que ça a pu avoir, surtout après les attentats. Donc, quand on parle d'islamophobie, on parle souvent de la construction du problème musulman, de la construction du problème musulman comme la figure de l'autre. Donc, c'est un peu aussi les bases du racisme, c'est-à-dire que les musulmans sont construits comme un groupe homogène à qui on attribue des spécificités, on les essentialise ainsi que des préjugés. Et il y a cette construction en fait de la figure du musulman comme un groupe, comme un problème aujourd'hui en Europe, et c'est un phénomène vraiment européen et qui évidemment impacte également la Belgique. Donc c'est de la construction par des discours politiques, des discours médiatiques, et ça a un impact direct sur quelles politiques sont adoptées, mises en œuvre, débattues, quelles décisions législatives, quelle mise en œuvre de la législation, et qui donc en fait, comme le disait Mustapha, aussi un racisme non seulement individuel, donc porté parfois par des individus quand il s'agit de violence ou d'insultes ou de harcèlement, mais également structurel, c'est-à-dire qu'il est aussi le résultat de pratiques systémiques au niveau de certaines institutions, de certains domaines de la vie comme l'emploi, etc. Donc je voulais aussi regarder un petit peu comment toutes les discussions, les politiques mises en œuvre suite aux attentats en France et en Belgique, comment elles ont influencé le discours islamophobe, comment elles ont accéléré le phénomène de l'islamophobie, la construction du problème musulman, et notamment comme la figure de l'autre, mais de l'autre terroriste ou suspect de terrorisme. Donc on voit bien qu'il y a une suspicion généralisée aujourd'hui envers les musulmans dans la société européenne. Et notamment, je vous renvoie vers un excellent projet qui s'appelle Counter Islamophobia Toolkit de l'Université de Leeds, qui fait en fait une recherche sur tous les discours dominants en Europe aujourd'hui sur la figure du musulman. Et donc, ils ont recensé en fait tous les discours contre les musulmans en Europe aujourd'hui. Et le premier qui vient suite à leur recherche dans différents pays, c'est que le musulman est vu comme une menace pour la sécurité. Et donc, on voit bien là comment tout ce qui s'est passé après les attentats et la façon dont on a suspecté les musulmans comme un groupe, on voit bien que ça a pris vraiment le pas sur tous les discours stigmatisants en Europe. Bien sûr, on en a d'autres, mais vraiment, le fait que ça soit arrivé en premier est assez intéressant à voir. Donc les domaines les plus impactés par ce climat post-attentat sont bien sûr le développement de l'islam en tant que culte, la structuration, l'organisation du culte, le contenu théologique également, mais aussi l'inclusion des musulmans dans différents domaines de la vie. Donc je vais essayer de développer, de donner des exemples pour ces deux points. Donc en fait, j'aimerais vraiment montrer à quel point l'islamophobie a eu un impact en fait sur les réponses apportées par les politiques suite aux attentats, et comment en fait aujourd'hui les mesures post-attentats, notamment contre la radicalisation, contre le terrorisme, etc., ont servi de justification pour mieux discriminer. En fait, il y avait déjà un contexte favorable islamophobe, et en fait, pour certains, ça a été une opportunité de mieux discriminer, de façon plus assumée, plus ouverte, la population musulmane.
Donc, je voudrais aussi juste, bien sûr, clarifier que, évidemment, certaines mesures qui ont été proposées, certaines questions qui ont été posées quant à l'action dans différents domaines n'est pas islamophobe en soi. Il y a des choses nécessaires à faire, mais le problème, c'est davantage les motivations derrière, notamment portées par certains politiques dont on connaît les idéologies et les discours, mais aussi les modalités d'action. Donc tout d'abord, le fait qu'il y ait vraiment eu une accélération des mesures visant à limiter la visibilité, comme je disais. Également le fait que beaucoup de mesures ont été prises avec un angle contre-terrorisme, contre-radicalisation, alors qu'ils n'avaient pas forcément à voir avec cela. Donc ça, je le montrerai. Le fait aussi qu'ils ciblent uniquement les musulmans quand on parle de contre-terrorisme, de déradicalisation, même si on veut faire croire qu'on cible d'autres courants et d'autres groupes. Mais en général, voilà, on voit dans les discours et dans les mises en œuvre de certaines politiques qu'il y a vraiment un ciblage des musulmans parfois très, très assumé. Et enfin, un autre point qui montre voilà, l'aspect islamophobe de certaines mesures et discours politiques, c'est le fait qu'il n'y a en général aucune consultation des premiers concernés. Et ça, c'est vraiment problématique, puisque c'est vraiment, comme Moussafa parlait d'ingérence, voilà, il y a vraiment une négation de agency des musulmans sur des questions qui les concernent en premier lieu et sur lesquelles ils doivent travailler et doivent au moins être les premiers consultés, si ce n'est être les premiers acteurs en fait. Et donc on voit bien que dans certaines mesures, il n'y a pas du tout eu ça. Par exemple, il y a eu une commission pour regarder un petit peu le problème de la circoncision. Il n'y avait aucun musulman qui a été interviewé lors de cette commission, alors qu'il y a eu des personnes juives. Donc là, c'est juste un exemple, mais ça montre aussi que voilà, c'est vraiment tout ça a lieu dans un climat islamophobe très spécifique. Et encore, je le dis encore, ça ne veut pas dire qu'en soi, les réflexions et les actions proposées sont négatives. C'est tout ce qu'il y a derrière. Donc, pour revenir au point sur le développement de l'islam en tant que culte, sa structuration, l'organisation du culte, etc., je le disais, certaines politiques, surtout après les attentats, n'ont pas eu... donc, certaines mesures ou politiques ont été proposées et n'avaient pas forcément quelque chose à voir avec la sécurité nationale directement, mais plus lié à la gestion de l'islam en général, la gestion des musulmans. Et donc, le fait que cela a pu passer, de toute façon, ça montre qu'il y avait vraiment un contexte fertile un peu dans la société islamophobe, et le fait qu'il y ait cette envie de contrôler le musulman et de la vision du musulman comme un problème à gérer finalement, et non pas comme un partenaire avec qui on peut trouver des solutions. Et donc ça, je pense que c'est aussi clé. Donc, par exemple... Donc, comme je le disais aussi, il y a eu un discours politique et médiatique post-attentat qui ont aussi permis qui ont permis d'avancer certaines mesures et certaines politiques. Par exemple, juste pour redonner des exemples que vous connaissez sur certains discours politiques, comme Yann Yambon qui dit qu'une partie significative de la communauté musulmane a dansé à l'occasion des attentats, ou Mayer qui dit que toutes les mosquées de Bruxelles sont entre les mains des salafistes. Voilà, on a des politiques de haut niveau qui ont un impact médiatique qui vraiment qui répandent cette idée que le musulman est peut-être potentiellement un terroriste, est un problème à gérer, etc. Donc pour être plus concret au niveau des certaines solutions qui ont été mises en avant et de certains débats qui ont eu lieu, notamment après les attentats, et qui montrent dans la façon dont ils ont été proposés qu'il y a vraiment derrière une problématique du musulman. C'est notamment l'organisation du culte
notamment la construction de mosquées ou l'enregistrement, le mapping des mosquées dans certaines villes sous le label de la radicalisation. Donc on cherche à savoir quelles mosquées sont reconnues, lesquelles ne le sont pas. Donc ça, c'est pas forcément négatif en soi, bien sûr, et il y a eu des travaux très intéressants qui ont été faits, mais le fait que ça a été fait dans un sorte de discours pour lutter contre la radicalisation, alors que les mosquées, en général, on sait que ce n'est pas forcément, la plupart du temps, ce n'est pas là qu'a lieu la radicalisation et le passage à l'acte. Mais voilà, toute cette approche de savoir combien de mosquées existent, de contrôler leur nombre, de les pousser à se faire reconnaître, alors que finalement, même les mosquées qui ne sont pas reconnues sont en général constituées en ASBL, donc elles sont quand même transparentes, il y a les statuts au niveau du moniteur, etc. Toute cette façon de dire que ça sera une des solutions, voilà, ça aussi, ça montre la façon dont on considère les musulmans dans la société aujourd'hui. Il y a aussi eu toute la question du financement, donc notamment les questionnements sur les financements à l'étranger, les restrictions bancaires pour certaines associations, des gens qui se voient interdits bancaires pour des raisons pratiquement inconnues. Donc là, j'y reviendrai ensuite dans la deuxième partie. Il y a également un autre aspect qui est toute la mainmise qu'on veut avoir sur le contenu théologique, notamment contre le salafisme, certains soutiens à certains mouvements. Donc encore une fois, je ne dis pas que le salafisme c'est bien, etc., mais c'est toute cette mainmise, cette ingérence qui est problématique en soi. Voilà, il y a eu aussi toute la problématique sur l'enseignement religieux. Donc là, on a vu clairement, après les attentats, une accélération sur cette question-là. Et je pense que bientôt, on verra la fin de l'enseignement religieux. Et là aussi, ça montre un aspect qui revient souvent aussi sur ces questions-là, c'est que les discours politiques et les effets d'annonce pour rassurer la population, entre guillemets, suite aux attentats, pour leur montrer que vous inquiétez pas, on contrôle les musulmans, on contrôle ce qu'ils disent, c'est en déconnexion avec les réalités. Là, je parlais des mosquées où on sait que ce n'est pas forcément le lieu où il y a la radicalisation. L'enseignement religieux, le pointer comme un des gros problèmes, mais on fait quoi à la place ? Et surtout, la façon dont les discours ont été mis en avant dans les médias, l'opposé à la citoyenneté, comme si dans l'enseignement religieux, on ne pouvait pas du tout parler de valeurs, de citoyenneté, etc. Toute la construction aussi du discours médiatique politique autour de ça montre vraiment qu'on a cherché aussi à pointer du doigt l'enseignement religieux et surtout islamique comme étant problématique. Mais le problème aussi, c'est que si on retire tous les cours de religion, c'est que le champ sera encore plus vide. Et encore, ce sera la porte ouverte aussi à d'autres discours qui seront encore moins contrôlés si on veut aller dans leur sens. Donc c'est là aussi qu'on voit qu'il y a une telle simplification du discours politique pour donner des gages pour rassurer les citoyens sur le pseudo-musulman terroriste problématique, sont en déconnexion finalement avec la réalité du terrain et ne proposent pas vraiment de solutions efficaces. Donc, il y avait un dernier point sur des exemples de solutions qui ont été mises en avant de façon assez problématique. Ce sont tous les débats autour de certaines pratiques religieuses, notamment l'abattage rituel, la circoncision, le port du foulard aussi dans une certaine mesure. Et donc, on voit là aussi qu'il y a une accélération sur la nécessité d'interdire certaines pratiques religieuses. Et on voit aussi que parfois, dans certains discours, c'était construit comme certaines pratiques religieuses sont la preuve d'une radicalisation. Et la radicalisation est potentiellement, peut potentiellement mener au terrorisme. Et donc, il faut la criminaliser. Donc, il y a vraiment ces raccourcis qui sont faits entre pratiques religieuses, radicalisation et terrorisme. Et on a tendance à criminaliser tout ça. On ne criminalise plus non seulement les actes terroristes eux-mêmes, mais on va criminaliser la radicalisation, on va criminaliser certaines pratiques religieuses. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un glissement entre différents domaines. Je vais
aller sur le deuxième point où je voulais, après avoir parlé du développement de l'islam comme culte, j'aurais aimé parler aussi de l'impact que ça a sur l'inclusion des musulmans dans le domaine de la vie en général. Parce qu'on peut penser qu'une des solutions, alors, si vraiment tous les musulmans sont potentiellement radicalisables, ou on pourrait penser que une des solutions serait justement de s'assurer qu'ils soient beaucoup plus inclus dans les différents domaines de la vie, qu'ils aient vraiment l'espace de beaucoup plus participer dans différents espaces, etc. Moustapha le disait déjà, la discrimination est déjà très importante, donc, notamment dans l'emploi et l'éducation pour les femmes, ce qui est assez paradoxal. Pourtant, on voit que suite aux attentats, il y a eu une accélération également de la marginalisation de certains musulmans, notamment dans l'emploi, mais également dans leur accès à d'autres biens et services. Et il y a un excellent rapport d'Ounia qui couvre 2010 et 2016 sur les conséquences post-attentat, où en fait il recense les différents dossiers qui sont liés au climat ou aux mesures antiterroristes. Et donc clairement, eux, ils notent une accélération, puisque de 2010 à 2016, ils ont eu 64 dossiers liés au climat de peur et à l'impact des mesures de lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est sur 6 ans. Et seulement en 2016, il y en a eu 44. Donc 64 en 6 ans, 44 en 1 an. Donc là, clairement, on voit qu'il y a eu une accélération par rapport à l'exclusion de musulmans dans certains domaines. Et donc, tous les dossiers qu'ils recensent comprennent donc les amalgames et les insultes, les habilitations de sécurité, les fermetures de comptes en banque, le fichage, les perquisitions. C'est différents domaines, différentes façons d'exclure ces musulmans. Dans l'emploi, par exemple, pour vous donner un exemple, dans l'emploi, la majorité des dossiers est liée à du harcèlement moral par les collègues ou la hiérarchie. Il peut s'agir de propos tenus sur Facebook, par exemple, par des collègues, ou d'insultes, de sale terroriste, ou va t'occuper de tes bombes. Et là aussi, certains chercheurs montrent aussi comment, après les attentats, il y a eu, au niveau du harcèlement et des insultes proférées envers les personnes perçues comme musulmanes, aussi un changement. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup plus la figure du terrorisme, on utilise beaucoup plus cette image, et donc on voit bien là l'impact également de la construction du problème musulman autour du contre-terrorisme. Il y a eu aussi, donc pour rester aussi sur ce domaine, il y a eu aussi la possibilité de retenir la nationalité des personnes étrangères. Donc ça a été un débat en Belgique il y a quelques temps. Le débat a été problématique à la base, puisqu'il y avait une idée d'appliquer cela même pour les personnes de 2e, 3e génération. Et donc là, on voit bien aussi que le discours est extrêmement problématique, puisque profondément stigmatisant et discriminatoire. On voyait bien qui on ciblait. Donc finalement, heureusement, ce qui a été adopté ne couvre que les personnes qui ont acquis la nationalité au cours de leur vie. Mais c'est le débat, comment les choses sont arrivées sur la table. Le débat montre quand même qu'il y avait énormément de stigmatisation dans certains arguments avancés. Et aujourd'hui, évidemment, c'est extrêmement rare, mais les seuls cas qui sont liés à la déchéance de nationalité, si je ne me trompe pas, par rapport à parce qu'il y a deux conditions pour être déchu de la nationalité. C'est soit le fait que vous avez obtenu cela de façon frauduleuse, ou le fait que vous avez failli gravement à vos obligations citoyennes. Et la deuxième condition, je crois que c'est seulement 4 ou 5 personnes qui ont été déchues de la nationalité sur cette condition, et c'est seulement lié à l'islam radical. Donc, c'est intéressant à voir aussi. Bien sûr, ces personnes
sont extrêmement problématiques. Mais dans quelle mesure, pourquoi on ne voit pas d'autres déchéances liées à d'autres formes d'extrémisme ou d'autres, par exemple des assassins ou d'autres courants d'extrême droite, etc. Donc, je n'ai pas la réponse. Ce serait intéressant de aussi regarder à ce niveau-là. Donc pour conclure, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je suis à la conclusion. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ok, ça va, parfait alors. Donc juste pour conclure, je voulais amener un peu des pistes d'action. Donc tout d'abord, je pense qu'il est vraiment nécessaire de déconnecter le développement d'un islam de Belgique des questions de radicalisation et de contre-terrorisme, afin que ça se fasse de façon sereine, de façon non stigmatisante, de façon à ce que les musulmans soient acteurs et actrices de cette évolution, de ce développement. Je pense que c'est extrêmement important puisque ça pervertit énormément le débat, ça pousse dans leur retranchement certaines parties aussi de la population musulmane, donc c'est extrêmement contre-productif, même pour nous en intracommunautaire, de savoir que ça vient de tout ce débat sur le terrorisme, sur le radicalisme, de savoir qu'on doit évoluer parce qu'il y a toutes ces questions qui sont arrivées, même si c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y a vraiment ce sentiment dans les communautés musulmanes qu'on nous impose quelque chose et qui ne vient pas de nous. Donc je pense que ça, c'est important de déconnecter ça, et aussi pour éviter la criminalisation, comme je l'ai expliqué. Lié à ça, évidemment, la consultation, la participation active des musulmans et des musulmanes eux-mêmes. Il y a également une nécessité d'arrêter le deux poids deux mesures par rapport à la liberté d'expression et au respect des principes de neutralité. Donc, c'est vrai que on a l'impression que voilà, il y a des choses qu'on accepte pour certains groupes, certains pans de la population, et d'autres qu'on n'accepte pas quand ce sont des musulmans. Et notamment sur toutes les questions de liberté d'expression et de principe de neutralité. Il y a eu une ingérence dans beaucoup de domaines liés à l'islam, et alors que dans d'autres domaines, voilà, on ne verrait même pas l'idée de faire ce genre de choses. Donc il faut essayer d'arrêter avec ce deux poids deux mesures et d'essayer d'équilibrer, de traiter les musulmans comme des citoyens à part entière, comme le disait Mustapha. Et enfin, je voudrais... c'est quelque chose que nous, avec ENAR, on met beaucoup en avant sur toutes ces questions-là en Europe, c'est l'importance de mener à bien des politiques d'inclusion à long terme et pas juste des effets d'annonce au niveau des politiques qui sont souvent des mesures très cosmétiques d'apparence, comme par exemple tout le débat sur la mosquée du cinquantenaire, qui a été très médiatisé, et comme si ça allait résoudre tout le problème. Donc, et voilà, et je pense que ça cache un petit peu toutes ces mesures, tous ces effets d'annonce, c'est cette simplification du problème qu'est la radicalisation, et tout cela en fait cache en fait de plus gros problèmes qui nous touchent tous. L'impact des mesures d'austérité, les budgets réduits dans plein d'institutions, plein de services pour les citoyens. Et je pense que ça aussi, il faut pouvoir le mettre en avant. Donc voilà. Et voilà.